Hurt has been my daily bread. Hurt has been my prayer. Every minute, every second, every day, every week, every month, and every year. Plongeons dans les méandres de l'esprit criminel, où le bien et le mal se heurtent violemment. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au récit terrifiant de Moses Sitole, un nom qui résonne toujours dans les annales du peuple sud-africain. Surnommé comme le tueur ABC, ou encore le tueur de la vallée de la mort, ou encore le tueur en série africain le plus prolifique de tous les temps, Moses a fait vibrer l'Afrique du Sud de par ses meurtres sanglants et la facilité avec laquelle il se jouait de la police. Laissez-moi vous raconter comment cet homme a écopé de plus de 2000 ans de prison. Bienvenue dans le récit perturbant, je vais dire, de Moses Sitole. Notre récit débute à peu près 20 km à l'est de Johannesburg, où un policier a décidé de passer son jour de repos à chasser des lapins. Durant la chasse, il commence à sentir une odeur dégueulasse. Pour ceux qui ont l'habitude d'être dans la forêt ou bien chasser ou bien n'importe quoi dans les jardins, vous savez que la nature a le mérite de nous avoir offert les odeurs les plus immondes qui soient. Mais cette odeur était particulièrement dégueulasse. Du coup, le policier a décidé de la suivre. Une fois sur place, devant lui gisent les cadavres de dizaines de femmes à différents niveaux de décomposition. Il est tombé sur le terrain de jeu d'un tueur en série. La police est immédiatement appelée sur les lieux et ils se mettent à fouiller la zone à la recherche d'autres cadavres. Ils sont persuadés qu'il s'agit là d'un tueur en série qu'ils traquent depuis plus d'1 an maintenant. Les corps de 30 femmes ont été retrouvés dans des champs similaires de Pretoria à Johannesburg. Elles étaient toutes de race noire et âgées entre 19 et 45 ans. Elles ont toutes été étranglées à l'aide d'un vêtement, très souvent à l'aide de leur propre sous-vêtements. Je ne sais pas si vous voyez le détraqué sexuel venir. Il utilisait même souvent des petits bâtons, si je peux dire, pour resserrer le vêtement autour du cou de ses victimes pour les étrangler plus efficacement, un peu comme s'il essayait de resserrer un robinet ou une valve. Il a fait sa première victime le 16 juillet 1994 dans les alentours de Johannesburg. Peu après, il en a fait 2 autres. Au cours de l'année, les policiers découvraient un corps toutes les 2 semaines. Puis c'est monté à 1 corps par semaine, puis c'est monté à 2 corps par semaine. Ainsi, moins d'1 an avant la fin de l'apartheid, les femmes sud-africaines étaient sujettes à une toute nouvelle forme de tyrannie. Les meurtres étaient tellement violents que le président Nelson Mandela en personne a effectué une descente officielle pour rendre hommage aux victimes et à leurs familles. Les policiers ont trouvé des traces ADN, ils ont exploré pas mal de pistes, mais ils n'avaient aucun suspect clair. Un jour, alors que l'inspecteur Lionel fouille les dossiers de l'enquête, il se rappelle d'une histoire de disparition qui avait fait la une des journaux et qu'il trouvait tout d'un coup très intrigant. La femme s'appelait Trifina Mogotsi. Faute d'autres preuves, l'inspecteur décide donc d'aller rendre une petite visite aux anciennes collègues de travail de Trifina. Une fois sur place, les femmes leur expliquent que quelques jours avant la disparition de Trifina, un homme s'est rendu à leur lieu de travail pour offrir du travail à la dame en question. Ce témoignage concordait parfaitement avec le témoignage des familles des autres victimes. Seulement cette fois-ci, les femmes se rappelaient de son nom. Il s'appelait Moses Sitole. L'enquêteur fait donc des recherches sur ce Moses Sitole et tombe sur un homme portant le même nom qui a été condamné quelques années auparavant pour viol et agression sexuelle. Il prend la photo de cet homme pour le montrer aux collègues de travail de Trifina qui l'identifient immédiatement. L'inspecteur se rend donc au domicile de Moses. Malheureusement, il ne trouve que sa femme Martha et sa petite fille. Apparemment, il avait un coup d'avance sur eux parce qu'il a quitté le domicile familial quelques semaines auparavant. L'inspecteur décide donc de mettre la tête de Moses à la une de tous les journaux du pays. Le 18 octobre 1995, après avoir reçu un tuyau anonyme du beau-frère de Moses, ils ont enfin réussi à l'interpeller. No. But you didn't want sex from this one thing? No, I didn't go for, I was not in a holiday. So I was crossed.
I was hate. I was aggressive. Moses avait une haine incroyable contre la gente féminine. D'après lui, elles l'ont trahi toute sa vie et ses actes étaient parfaitement justifiés. Pour mieux comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait, il faut se pencher sur l'origine de cette animosité. Moses est né le 17 octobre 1964 à Bosloros, une petite ville en Afrique du Sud. Il est le quatrième enfant de Simon et Sophie Sitole. Moses est né en plein milieu de l'apartheid. Pour ceux qui ne le savent pas, l'apartheid est une période en Afrique du Sud où le gouvernement contrôlait les Noirs en les ségrégant dans des endroits isolés. Nombreux sont les leaders noirs qui étaient emprisonnés dans le meilleur des cas, mais très souvent ils étaient tués sur place. Vous l'aurez compris, dès le moment où vous vous réveillez le matin, au moment où vous partez vous coucher le soir, c'était un combat constant et permanent contre le gouvernement. Moses était un enfant intelligent et curieux. Malheureusement, il n'a jamais eu la chance d'avoir une éducation décente. Sa mère était malheureusement alcoolique et extrêmement violente. Et Moses a même dit qu'il était violé plusieurs fois par sa belle-sœur. À l'âge de 6 ans, le père de Moses décède. Étant donné qu'il était le gagne-pain principal de la famille, Sophie et ses 6 enfants se retrouvent à la rue. Moses est donc balancé d'orphelinat en orphelinat de merde. Parce que, je tiens à le préciser, à cette époque, les infrastructures prévues pour les Noirs n'étaient pas les meilleures. Un jour, cette même année, Moses en a marre et décide de s'enfuir pour rejoindre sa mère. Moses a parcouru des kilomètres de champs gigantesques et de bidonvilles. Malheureusement, les retrouvailles ne furent pas heureuses. À peine arrivé sur place, sa mère lui demande immédiatement de retourner à l'orphelinat. Moses a expliqué plus tard qu'il s'est senti profondément trahi par sa mère et qu'il ne lui a jamais pardonné cet acte. À l'âge de 6 ans, Moses est transféré à KwaZulu-Natal, une zone noire désignée par le gouvernement proche de l'océan Indien. En début d'adolescence, il décide de s'enfuir à nouveau. Il fait de l'autostop sur 300 km pour retourner à Vosloros, sa ville natale, pour vivre avec son grand frère Patrick. Maintenant libre, Moses enchaîne les petits boulots, il s'entraîne comme boxeur amateur et a même beaucoup de succès chez les femmes locales de par son éloquence et son sourire charmeur. Malheureusement, derrière ces allures de beau gosse, se cache un homme avec une haine indescriptible contre les femmes. Le moindre refus venant de la gente opposée pouvait créer en lui une explosion de haine et de violence. En 1987, Moses décide de laisser la voix dans sa tête prendre le dessus lorsqu'il attaque la sœur de sa petite amie de l'époque, Patricia Kumalo. Il a leurré la jeune femme de 38 ans dans les mines abandonnées à Cleveland, Johannesburg, avant de la violer. Une fois l'acte accompli, il a laissé la ligoter par terre avec un vêtement étalé au-dessus d'elle. Elle a finalement réussi à se libérer, mais n'est pas allée voir la police, terrifiée des représailles de Moses. Moses ne l'a pas tué, mais cet acte a fait naître en lui une pattern qui va devenir de plus en plus sanglante et perturbante durant les 8 prochaines années. Le fait que Patricia n'aille pas voir la police a fait grandir à Moses un sentiment d'invincibilité. Alors, comme n'importe quel autre détraqué mental, il décide de continuer à violer les femmes. Ses actes deviennent de plus en plus violents avec le temps. Sa troisième victime, Lindiwe Nikose, était également la sœur de sa petite amie de l'époque. Il faut croire qu'à cette époque-là, sortir avec Moses, c'était un job à haut risque. Bref, Moses a attiré Lindiwe d'un endroit isolé avant de l'asperger d'essence et de la menacer de la brûler vive si elle ne se soumettait pas à lui. Après l'avoir violée, il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Lorsqu'elle reprend ses esprits, Moses lui dit que si elle part voir la police, il va la retrouver et la tuer. Lindiwe également a gardé le silence. Confiant naturellement, Moses viole de plus en plus de femmes. L'enquêteur Lionel a trouvé une similitude parmi les victimes de Moses. Elles étaient toutes des femmes noires à la recherche d'emploi. En février 1989, Moses rencontre Doris Wakamisa.
À cette époque, il travaillait comme vendeur dans une petite boutique locale, mais a dit à Doris qu'il était un businessman à succès, travaillant dans la ville voisine. Il a proposé à Doris du boulot et lui a même proposé de l'escorter jusqu'à là-bas. Une fois à la gare, il propose à Doris de prendre un raccourci à travers les champs. Pour ceux qui vivent en Afrique, pour le moment, il n'y a rien de suspect dans tout cela, donc elle accepte. Une fois loin des regards, Moses sort une hache du journal plié qu'il avait sous le coude et dit à Doris qu'il va la violer. Il a ligoté Doris à l'aide de ses propres sous-vêtements avant de la violer. Ensuite, il a fait promettre à Doris de n'en parler à personne si elle veut avoir la vie sauve. Naturellement, elle a accepté. Donc Moses l'a laissé là, ligoté par terre, au milieu de nulle part. 3 mois plus tard, Doris passe par la petite boutique dans laquelle Moses travaille et le reconnaît immédiatement. Elle appelle la police sur le champ et ils viennent pour l'interpeller. Alors qu'on escorte Moses à l'arrière du véhicule, Doris est assise à l'avant et Moses lui dit « Salope, j'aurais dû te tuer ». Une fois le procès venu, Moses plaide son innocence et prétend que Doris est trompé le violeur, on va dire. Heureusement, les juges ne l'ont pas cru et il est écopé de 7 ans de prison ferme. En prison, Moses continue de plaider son innocence. Il était tellement aveuglé par sa haine contre les femmes qu'il ne remarquait même pas lui-même l'incohérence de ses dires, parce qu'il était littéralement en colère, parce que sa victime est allée voir la police. Il a littéralement vécu ça comme une trahison. C'est pour vous mettre en perspective à peu près à quoi sa mentalité ressemblait à cette époque-là. I regret not having killed the first lady that falsely accused me. Durant sa période en prison, Moses a été sodomisé et rejeté par les autres prisonniers de par la nature de ses crimes. J'ai envie de dire, bien fait. Bref, malgré ça, il restait calme et respectueux. Et les gardiens de prison disaient même qu'il était un prisonnier exemplaire. Il est libéré en 1993 et est retourné vivre avec sa femme Martha, malgré le désaccord de sa famille. Mais bon, j'ai envie de dire, l'amour. Il a commencé à travailler avec le frère de Martha en tant que garagiste sur la cour de son beau-père. Il ne se faisait pas beaucoup d'argent, mais il semblait que Moses était en train de changer de vie. Freedom Wall! I stand here before you, not as a prophet, but as a humble servant. L'Afrique du Sud est en joie, c'est la fin de l'apartheid. Moses, par contre, voit une toute nouvelle forme d'opportunité. Pour la première fois depuis des années, les Sud-Africains ont l'impression qu'ils peuvent se balader dans tout le pays librement. Ceci pousse beaucoup de femmes issues de zones rurales à se rendre en ville à la recherche de travail. Leur naïveté fondait des cibles de choix pour un prédateur sexuel comme Moses. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quelques mois plus tard, Moses quitte son job de garagiste. Tous les matins, il revêt son plus beau costume, journal plié sous le bras et sort prétendant qu'il va à la recherche d'emploi. Mais en réalité, il était en train de préparer son tout premier meurtre. En début juillet 1994, Moses rencontre Maria Munama, âgée de 19 ans. Il dit s'appeler Sylvester et être un riche homme d'affaires. Il utilise ses outils habituels pour séduire Maria. Son éloquence, son sourire charmeur. En plus, cette fois-ci, il a une super veste. Du coup, Maria baisse vite sa garde. Il leurre Maria dans un endroit isolé avant de l'étrangler à mort. Lorsque le corps de Maria est retrouvé, un message est engravé dans sa jambe qui dit « Je ne me bats pas contre vous. Nous resterons là jusqu'à ce que vous le compreniez. » Vous imaginez le manque de respect. Bref, vous vous en doutez bien, Moses a adoré son tout premier meurtre et planifie immédiatement le prochain. Durant les 4 prochains mois, Moses aura violé et assassiné 5 femmes. Malgré le fait que la police soit sur ses traces, il semble toujours avoir un coup d'avance sur eux. Il gagne même en arrogance, parce que lorsque la police retrouve le corps d'une de ses victimes, il place quelques jours plus tard le corps d'une autre victime exactement au même endroit. Waouh! Plus il tuait, plus il gagnait en notoriété. Et plus il gagnait en notoriété, plus il tuait. Il se sentait invincible. Son modus operandi
était de se faire passer pour un riche homme d'affaires qui offre des emplois, trouver une femme qui en a besoin d'un et gagner petit à petit sa confiance sur des semaines. Je ne sais pas si vous réalisez, mais si vous avez bien suivi le début de la vidéo, il n'avait pas du tout besoin de faire ça. Il aurait pu offrir l'emploi, escorter la femme à l'endroit T, faire ce qu'il avait à faire et disparaître. Mais avec le temps, Moses a trouvé autant de satisfaction dans la manipulation que dans l'acte final. Il adorait la torture psychologique. Il les faisait le supplier, il faisait qu'elle le prie comme s'il était un dieu et que si elle coopérait, tout allait bien se passer. Il voulait non seulement contrôler leur vie, mais aussi leurs émotions. Il les étranglait toujours, comme la plupart des tueurs en série, pour avoir un contrôle plus précis sur la vie et la mort de leurs victimes. En d'autres termes, il étrangle, elle perd connaissance, il arrête d'étrangler, elle revient, il étrangle, elle perd connaissance, il arrête d'étrangler, elle revient. C'était comme un petit jeu pour lui. Il a même poussé le délire encore plus loin lorsqu'il utilisait la corde des sacs à main des femmes pour les attacher à un arbre, les forcer à rester debout, puis s'asseoir là, devant elles, pendant des heures, en attendant que leurs jambes fatiguent et qu'elles finissent par s'étrangler elles-mêmes. Un moment, les meurtres et les viols ne suffisaient plus. Il narguait les familles des victimes. Un jour, il appelait la grand-mère d'une de ses victimes en disant « Ça vous apprendra, vous marchez maintenant sur la tombe de Monica », qui était le nom de sa victime à cette époque-là. Moses était maintenant persuadé qu'il pouvait contrôler n'importe qui à sa guise. Le 5 décembre 1994, Martha met au monde une petite fille. À cette époque, elle était loin de se douter que son mari était un prédateur sexuel et un meurtrier notoire. En juillet 1995, Moses avait violé et tué 18 femmes avant de disposer de leur corps dans des champs dans les alentours de Johannesburg et Pretoria. Plus il tuait, plus la population sud-africaine était prudente. Ceci pousse Moses à trouver des façons plus ingénieuses de trouver ses victimes. Voyez-vous, Moses lisait le journal tous les matins. Ça ne lui servait pas juste à cacher des machettes littéralement. Un jour, il a eu une idée pour tourner cette réforme sociale post-apartheid à son avantage. Étant donné qu'il était un habitué des orphelinats, il a décidé de créer sa propre association fictive nommée Youth Against Human Abuse ou encore les jeunes contre les abus humains. En août 1995, il a contacté un photographe célèbre pour se présenter lui et son association. Il a demandé au photographe de l'aider à trouver un orphelinat pour 2 jeunes qu'il a trouvés dans la rue et le photographe lui a conseillé l'orphelinat Kids Haven. Une fois s'être rendu sur place, il passe par la buanderie et rencontre Tryphina Mogotsi, une jeune mère célibataire qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. Il propose une grosse somme d'argent à Tryphina pour venir travailler pour son association et elle accepte immédiatement. Le lendemain, il vient chercher Tryphina pour l'accompagner à la gare. Malheureusement, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Quelques mois plus tard, un policier décide de passer son jour de repos à chasser des lapins. Lorsqu'il sent une odeur nauséabonde et trouve les cadavres de dizaines de femmes à différents niveaux de décomposition, une de ces femmes était Tryphina Mogotsi. Pour le peuple sud-africain, c'est le meurtre de trop et il réclame justice. La police connaît maintenant l'identité du tueur, mais Moses semble toujours trouver un moyen de les échapper. Un jour, à la recherche d'informations, Moses décide de contacter un journal local. Le téléphone sonne à 6 h du matin précisément. La personne qui répond est une jeune journaliste nommée Tamsen de Beer. Moses prétend s'appeler Joseph et revendique la totalité des meurtres. Une fois qu'elle entend cela, Tamsen retranscrit l'appel pour le faire écouter à la police plus tard. Malheureusement, étant donné qu'il n'y a aucune preuve concrète incriminant ce certain Joseph, la police ne peut rien faire. À force de parler, Moses et Tamsen finissent par entretenir une relation de confiance. Ils vont même jusqu'à entretenir 3 appels longs par jour. Un jour, Tamsen demande à Moses de lui prouver qu'il s'agit bel et bien du tueur. Alors, Moses, ou Joseph sur le coup, lui indique la localisation d'une de ses victimes à l'est de Johannesburg qui n'a pas encore été trouvée par la police. La police se rend sur les lieux et le cadavre est bel et bien là.
Moses va même au-delà en donnant la localisation d'un cadavre plus frais qu'il avait pendu à un arbre non loin de Pretoria. La police se rend sur les lieux et le cadavre est exactement comme décrit par Joseph. Il s'agissait là d'une femme de 31 ans qui avait disparu le jour d'avant. Un jour, alors que Moses et Thamsen discutent, il finit par ne plus avoir d'unité dans sa cabine téléphonique. Voyant l'opportunité se présenter à elle, Thamsen demande à Moses son numéro de téléphone pour pouvoir le rappeler. Étant donné qu'ils avaient déjà cette certaine relation de confiance, Moses accepte. Le rôle de Thamsen était de garder Moses au téléphone durant son interpellation. Je ne sais pas comment ce gars a fait, je ne sais pas comment il a fait pour autant échapper à la police durant tellement de temps, mais lorsque la police arrive sur les lieux, Moses n'est plus là. Quelques jours plus tard, Moses contacte son beau-frère en lui demandant s'il peut l'aider à se procurer une arme à feu. Son beau-frère accepte et lui donne rendez-vous à son lieu de travail. Immédiatement après, il contacte la police et un agent est posté à l'extérieur en attendant Moses. Une fois sur place, sans que je puisse expliquer comment, Moses sent l'embrouille et décide de s'enfuir dans une allée sombre. Heureusement, le policier le poursuit. Lorsque Moses voit qu'il perd du terrain, il se retourne brusquement et attaque le policier avec une hache. Le policier ouvre naturellement le feu et Moses est touché à la jambe et à l'abdomen et il est immédiatement amené à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, Moses refuse de coopérer, il refuse de parler à la police. Les policiers sont dans un cul-de-sac, mais étant donné la nature des meurtres et des actes de Moses en général, ils se disent que peut-être que si c'est une femme qui tient l'interrogatoire, il sera plus bavard. Et bizarrement, ça a marché. Ça a même un peu trop marché parce qu'en se remémorant ses crimes, Moses a eu littéralement une érection et a commencé à se masturber devant l'agent de police. Lorsqu'on demande à Moses pourquoi il a violé et assassiné plus de 37 femmes, il répond « Je l'ai fait pour leur apprendre une leçon ». Après s'être rétabli, Moses est transféré dans une prison près de Pretoria. Là-bas, il reçoit des centaines de menaces de mort de citoyens, ce qui pousse la police à le garder lourdement parce qu'ils veulent qu'il ait un procès équitable. Durant son séjour en prison, Moses sympathise avec un autre prisonnier qui fait même une interview vidéo de lui. Who beat him? No, I didn't beat anybody. Just strangled. Yeah. How long does it take for somebody to die if you were strangled then? Few minutes. Is it? Yeah. No, 5 minutes is too much. Il était accusé de 38 meurtres et de 40 viols. La police était persuadée qu'il en avait tué et violé plus, mais il n'avait pas assez de preuves pour le prouver. Durant le procès, plus de 140 personnes sont venues témoigner contre Moses. Et malgré ça, il a fait son maximum pour intimider chacune des victimes. Des traces ADN et des témoins relient Moses au meurtre, mais la preuve la plus flagrante et terrifiante de sa culpabilité est cette même interview vidéo dans laquelle il parle de ses meurtres avec un calme glaçant. He's writing on the spot and then the decision, the final decision, that here she must die. She can see it. I should die then. She can see it. But she get no chance. Nothing will help her. La peine de mort a été interdite en Afrique du Sud, mais le juge a fait son maximum pour que Moses ne voit plus jamais la lumière du jour. Je vais maintenant passer à sa peine. Moses est écopé de 12 ans de prison pour chaque viol, 50 ans de prison pour chaque meurtre et 5 ans de prison pour chaque vol. Parce qu'apparemment c'était aussi un voleur. Ce qui fait un grand total de 2410 ans de prison ferme avec possibilité de liberté conditionnelle après 930 ans. J'adore cette peine. Il est incarcéré à CMAX, la section de sécurité maximale de la prison de Pretoria. Donc tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Bah non. Je vais vous dire un truc. Je vous ai un peu menti. Je vous ai dit que Moses a tué 38 personnes et violé 40. En réalité, lorsque Moses est arrivé en prison, il était dépisté.
et on a découvert qu'il était atteint du VIH. Heureusement pour lui, il était soigné dans l'hôpital de la prison. Il est même en vie jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, Martha, sa femme et sa petite fille n'ont pas eu cette chance. Malheureusement, elles ont été infectées et comme des millions d'Africains qui n'avaient pas assez d'argent pour se soigner à l'époque, elles sont mortes de leur maladie. Ce que je trouve particulièrement triste parce que dans toute cette merde de sang, de viol et de traumatisme d'enfance dans laquelle Moses était, Martha a toujours été près de lui et l'a toujours soutenu. Et c'était la seule personne à le faire. Alors je tiens à dire paix à son âme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On continue dans la série des tueurs en série et tout. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace. I was out there to do a job, the job that has been done to me, the thing that I have to give back, eye for eye.